Brooklyn, hiver 1999. Un homme entre sur un plateau de télévision. Cheveux gominés avec une précision presque militaire. Survêtements en velours sombre. Chaîne en or qui tintait à chacun de ses pas. Il salue les techniciens avec le même naturel qu'il a dû saluer des décennies plus tôt les hommes qui contrôlaient en son quartier, sans nervosité, sans cette tension de l'acteur qui sait qu'on l'évalue. Il y a simplement une présence. Une présence qui remplit la pièce avant même que le corps n'y entre. Les directeurs de casting n'ont pas besoin d'échanger un mot. Ils savent exactement ce qu'ils ont sous les yeux. Cet homme n'a besoin de personne pour lui expliquer qui est son personnage. Il n'a pas besoin d'indications sur sa manière de penser, de parler, de regarder quelqu'un droit dans les yeux lorsqu'il l'avertit pour la dernière fois. Il le sait déjà. Il porte cela gravé dans sa mémoire depuis l'âge de 7 ans. Son nom est Gennaro Anthony Sirico Jr. Le monde le connaîtrait sous le nom de Tony Sirico. L'histoire de la télévision se souviendrait de lui comme de Paulie Walnuts. Mais derrière ce personnage que des millions de personnes à travers le monde ont élevé au rang de grandes icônes du récit télévisuel du XXIe siècle, il y a quelque chose que très peu de gens connaissent vraiment dans son intégralité. Il n'y avait pas de jeu d'acteur. Il y avait la mémoire, 22 arrestations, des années cumulées dans des prisons de haute sécurité, des blessures par balle, extorsion, vol à main armée, association documentée avec l'une des familles du crime, organisée les plus puissantes de New York. Tony Sirico n'a pas étudié la mafia pour interpréter un mafieux. Tony Sirico a été un mafieux. Puis, dans l'un des détours les plus improbables que la réalité puisse produire, il a appris à jouer. Voici l'histoire de la manière dont un gamin des rues de Brooklyn, qui connaissait tous les juges de la ville parce qu'il était passé trop de fois devant leurs tribunaux, est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Une histoire de violence, de survie, et, dans un tournant qu'aucun scénariste n'aurait osé écrire tant il aurait semblé invraisemblable, d'art véritable. Bensonhurst, la seule école qui comptait. Pour comprendre Tony Sirico, il faut comprendre le Brooklyn de l'après-guerre. Et pour comprendre le Brooklyn de l'après-guerre, il faut oublier tout ce que le cinéma a romantisé à son sujet. Ce n'était pas le glamour, c'était la survie, avec son propre code. Bensonhurst, Bath Beach, Dyker Heights, Bay Ridge, des quartiers d'immigrés italiens, des familles entassées dans des appartements étroits, des pères qui travaillaient dans la construction, sur les docks, dans les cuisines. La vie y était communautaire dans un sens presque total. Tout le monde connaissait tout le monde, et tout le monde savait exactement ce qu'on pouvait dire, ce qu'on ne pouvait pas dire, et à qui il ne fallait jamais répondre en public. Dans ce monde, il y avait 2 types d'hommes qui jouissaient d'une autorité réelle. Ceux qui avaient réussi par la voie académique, médecins, avocats, hommes d'église, et les autres, les hommes branchés. Ceux qui arrivaient en Cadillac, ceux qui réglaient les conflits sans appeler la police, ceux dont la seule entrée dans un établissement faisait automatiquement baisser le volume des conversations. Pour un enfant qui observait depuis l'escalier de son immeuble, la différence entre ces 2 types d'hommes sautait aux yeux. Et la leçon qu'il en tirait aussi. Gennaro Anthony Sirico Jr. est né le 29 juillet 1942 à Midwood, Brooklyn. Son père travaillait dans la construction. Sa mère élevait les enfants dans un appartement où l'espace était un luxe qu'on ne pouvait pas toujours s'offrir. L'argent était rare. Les occasions, au sens classique du terme, l'étaient aussi. Tony avait un frère, Robert, qui choisirait le chemin le plus éloigné possible du sien. Robert Sirico deviendrait prêtre catholique et cofondateur de l'Acton Institute, un institut de réflexion reconnu sur l'éthique et l'économie, respecté à l'échelle internationale. 2 frères, le même appartement, les mêmes rues, le même point de départ, des trajectoires plus opposées que tout ce qu'on aurait pu prévoir. Ce contraste dit quelque chose sur Tony qu'aucune théorie de l'environnement ne peut expliquer entièrement. Il n'a pas choisi le crime faute d'alternative visible. Il a choisi le crime parce que le crime parlait une langue qu'il comprenait avec une clarté presque instinctive. Parce que les hommes qui portaient de beaux costumes et arrivaient en Cadillac n'étaient ni des médecins ni des avocats.
C'étaient des hommes qui avaient trouvé le pouvoir par une autre voie. Et pour un enfant qui regardait cela les yeux grands ouverts, cette voie possédait une logique qu'il lui était impossible d'ignorer. Sa première arrestation a eu lieu à l'âge de 7 ans. Il a volé des pièces de 5 cents dans un kiosque à journaux, un délit mineur qui aurait pu rester une simple anecdote d'enfance. Ce ne fut pas le cas. Ce fut le premier maillon d'une chaîne qui s'étendrait sur des décennies. Des décennies plus tard, avec l'ironie sèche qui le caractériserait toujours, il dirait qu'après toutes ces arrestations, il connaissait tous les juges de la ville. C'était vrai, mais cela viendrait plus tard. En grandissant, Sirico a cessé d'être un simple spectateur du monde de la rue pour commencer à s'y intégrer. Il fréquentait les clubs sociaux où les hommes branchés jouaient aux cartes et discutaient de leurs affaires à voix basse. Il observait la hiérarchie, les règles non écrites qui gouvernaient chaque interaction, la valeur exacte de la loyauté et le prix exact de la trahison. Il comprenait que, dans ce monde-là, la réputation était la monnaie la plus précieuse, qu'elle s'accumulait ou se perdait à chaque geste. En 1990, lors d'un entretien avec le journaliste Patrick Goldstein du Los Angeles Times, Sirico a parcouru en voiture les rues de Bensonhurst en parlant de son quartier avec une émotion contenue qui révélait plus que ses mots ne l'exprimaient. Il affirmait qu'il choisirait ce quartier avant Beverly Hills, que c'était un bon quartier italien, qu'on y faisait partie de quelque chose. Puis il a désigné un établissement précis, exhortant le journaliste à ne pas le photographier sans autorisation parce que des gens très importants s'y réunissaient. Sans permission, a-t-il dit, il mangerait les appareils photo. Ce n'était pas une fanfaronnade, c'était la description honnête d'un code qui restait en vigueur 4 décennies après qu'il l'avait appris. Mais le véritable point de bascule ne s'est pas produit dans les rues de Bensonhurst. Il s'est produit dans une prison au bord de l'Hudson. Et il allait tout changer. La famille Colombo et les années de la rue. Tout au long des années 60, tandis que l'Amérique de Kennedy et de Johnson débattait des droits civiques et de la guerre du Vietnam, dans les quartiers du sud de Brooklyn, se développait une réalité parallèle avec ses propres guerres, ses propres lois et ses propres codes de conduite inébranlables. La famille Colombo était l'une des 5 familles qui contrôlaient le crime organisé à New York selon la structure mise en place par la commission dans les années 30. L'une des plus anciennes, l'une des plus violentes dans ses conflits internes, et l'une des plus enracinées dans la communauté italo-américaine de Brooklyn. À cette époque, elle évoluait sous l'influence grandissante de Carmine Persico, dit Junior, l'un des chefs de famille les plus rusés et les plus durables de l'histoire du crime organisé new-yorkais. Un homme qui dirigerait la famille pendant des décennies, y compris depuis la prison, avec une ténacité que ses contemporains considéraient comme hors du commun. La famille traversa durant cette période certaines des turbulences les plus violentes de son histoire. Les guerres internes entre factions rivales transformèrent les rues de Brooklyn en champs de bataille où les règlements de compte étaient fréquents et les loyautés toujours fragiles. Survivre dans cet environnement n'était pas seulement une question de dureté. Il fallait savoir lire les situations avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Il fallait savoir quand parler et quand se taire. Il fallait surtout ne pas se tromper de camp. Tony Sirico gravitait dans l'orbite de la famille Colombo en tant qu'associé. Il n'était pas un soldat officiel. Ce rang exigeait du sang italien des 2 côtés de la famille, une condition qu'il ne remplissait pas complètement. Mais c'était un homme de confiance à qui l'on confiait des tâches exigeant de la détermination, du silence et une vraie disposition à assumer les conséquences si les choses tournaient mal. Sa spécialité, c'était les braquages à main armée, boîtes de nuit, entrepôts, commerces, des cibles qui offraient un rendement suffisant pour justifier le risque. Il l'a décrit lui-même des années plus tard avec la franchise désinvolte qui distinguait ses confessions publiques. Il affirma avoir braqué toutes les boîtes de nuit de New York. Il disait que la première fois qu'il était allé en prison, lorsqu'on l'avait fouillé, on lui avait trouvé 3 armes sur lui, et que lorsqu'on lui avait demandé pourquoi il portait autant d'armes, il avait répondu qu'il vivait dans un quartier dangereux. Et c'était vrai. Cette combinaison de danger réel et d'humour noir sec faisait partie des marques de fabrique de Sirico. Ce serait aussi celle de Paulie Walnuts. Mais cela était encore loin. Son apparence physique renforçait sa réputation à chacune de ses apparitions. Toujours impeccable. Pas un cheveu déplacé. Des chemises de soie, des bagues. Ce soin apporté à son image n'était pas une simple coquetterie. Dans le monde de la rue,
L'apparence était une déclaration d'intention. Un homme négligé transmettait, involontairement, qu'il ne se respectait pas lui-même. Et dans un monde où le respect était littéralement une question de vie ou de mort, personne ne pouvait se permettre un tel message. La première arrestation marquante de son casier d'adulte survint en 1967, lorsqu'il fut arrêté pour avoir braqué une boîte de nuit à Brooklyn. La peine, 13 mois de prison. À sa sortie, il ne changea pas de conduite. Dans ce monde-là, purger une peine sans coopérer avec les autorités tenait lieu de brevet. Cela prouvait qu'on était fiable, que la pression ne vous brisait pas. L'escalade continua. Le 27 février 1970, il fut arrêté après avoir été trouvé en possession d'un revolver de calibre 32. Ce qui avait commencé comme une inculpation pour possession illégale d'armes déboucha sur une enquête plus large. Le parquet de Manhattan suivait ses mouvements depuis un certain temps. Il fut inculpé pour extorsion, coercition et possession d'armes à feu en tant que crime grave. Selon la transcription du tribunal, il était alors propriétaire ou copropriétaire d'une discothèque à Manhattan et faisait également face à d'autres chefs d'accusation en instance. L'accusation était grave. Le poids cumulé des chefs retenus pouvait se traduire par une longue condamnation. Et Sirico se trouvait face au carrefour que tout homme de ce monde finit tôt ou tard par affronter. Les conséquences avaient cessé d'être théoriques. La guerre interne de la famille Colombo, qui éclata au début des années 70, ajouta un degré de danger supplémentaire. Les associés étaient les plus exposés, parce que les loyautés changeaient du jour au lendemain et que ceux qui servaient une faction pouvaient devenir les cibles de l'autre sans le moindre avertissement. Survivre à cette période exigea davantage que du courage. Cela demanda aussi de la chance. Une chance que tout le monde n'a pas eue. Dans l'avant-dernier épisode des Sopranos, le personnage de Paulie Gualtieri prononce une réplique qui semble trop précise pour être de la pure fiction. Il affirme avoir survécu aux années 70 de justesse, quand les Colombo étaient en plein dedans. L'acteur qui prononce cette phrase n'est pas en train de l'interpréter. Il est en train de s'en souvenir. Et cela l'a conduit là où personne n'aurait imaginé qu'il puisse arriver. Dans un pénitencier de haute sécurité. Et, à l'intérieur de ce pénitencier, à la découverte la plus improbable de sa vie. Sing, là où tout a changé. En 1971, sous le coup d'une inculpation comprenant extorsion, coercition et possession criminelle d'armes, Tony Sirico fut condamné. Il purgea 20 mois à la prison de Sing Sing, à Ossining, dans l'État de New York, sur les rives de l'Hudson, à une 50aine de kilomètres au nord de la ville. Le centre pénitentiaire de Sing Sing, l'un des établissements carcéraux les plus chargés d'histoire et de symboles du nord-est américain. Construit dans la première moitié du 19e siècle, grâce au travail des détenus eux-mêmes. Ces murailles de marbre, extraits des carrières voisines de l'Hudson, avaient vu passer des générations de prisonniers pendant plus de 150 ans. Des criminels célèbres. Des hommes ordinaires qui avaient pris des décisions extraordinairement mauvaises. Et tout ce qui peut exister entre ces deux extrêmes. Dans les années 70, Sing Sing n'était pas un lieu de réhabilitation. C'était un lieu de survie. Surpopulation sévère, violence quotidienne, affrontements réglés avec les moyens du bord, sans arbitre et sans règles. Pour quelqu'un ayant le passé et le tempérament de Sirico, cet environnement n'était pas totalement étranger. C'était une version amplifiée et contenue du monde qu'il avait habité dans les rues de Brooklyn. Les règles étaient différentes dans leur forme, mais identiques dans leur fond. Montre-toi faible et tu en paieras le prix. Jusqu'ici, tout s'inscrit dans un schéma prévisible. Un homme de la rue entre dans une prison dure et en ressort avec davantage de rue en lui. C'est ce qui arrivait à la plupart. C'est ce qui aurait pu arriver à Sirico. Mais ce ne fut pas le cas. Une troupe de théâtre formée d'anciens détenus se rendit à Sing Sing pour y donner des représentations et animer des ateliers avec les prisonniers. En pratique, ce type d'initiative était rare et souvent mal vu par l'administration pénitentiaire. Cette troupe obtint les autorisations et se présenta devant les détenus avec une proposition directe. L'art n'est pas un privilège réservé à ceux qui mènent une vie conventionnelle. C'est un outil à la portée de tout être humain capable d'imaginer. Sirico y assista, et ce qu'il découvrit dans cette salle allait changer le reste de sa vie. Il l'a décrit des années plus tard avec une image qui résume parfaitement ce que cette expérience a signifié. Il a dit qu'il se tenait debout face à des tueurs de sang-froid et des ravisseurs, et qu'il les faisait rire.
Arrêtez-vous un instant sur cette image. Un homme venu des rues de Brooklyn, debout devant les détenus les plus durs d'une prison de haute sécurité, captant leur attention. Non par la menace, non par sa réputation dans la rue, mais par une présence scénique, par le sens du rythme, par la capacité à lire une salle et à y répondre en temps réel. Ce talent ne se fabrique pas, il ne s'apprend pas dans une académie. On l'a ou on ne l'a pas. Sirico l'avait, et jusqu'à ce moment-là, il ne le savait pas. Il a aussi découvert autre chose dans cette salle. La posture qu'il avait développée en prison pour se protéger, les mains toujours jointes devant le corps, dans une position d'apparente tranquillité, qui était en réalité une position d'alerte permanente, fonctionnait sur scène exactement comme dans la cour de la prison. Des années plus tard, dans le podcast Talking Sopranos qu'il animerait avec Michael Imperioli, il révélerait que cette posture si caractéristique de Paulie Walnuts n'avait jamais été un choix d'acteur conscient. C'était une habitude de survie acquise à Sing Sing, gravée à jamais dans le corps. Deux mondes complètement différents, la même posture, l'art et la vie, inséparables dès le premier jour. Son premier maître d'interprétation fut Michael Gazzo, acteur et dramaturge, qui avait écrit dans les années 50 la pièce influente A Hatful of Rain, une œuvre qui dépeignait l'addiction dans le milieu urbain new-yorkais, avec une honnêteté qui avait scandalisé la critique de son époque. Gazzo avait grandi au plus près de ces mêmes mondes. Il comprenait de l'intérieur la grammaire de la rue, et il a vu chez Sirico quelque chose que très peu auraient su reconnaître. Un potentiel brut, non poli, mais authentique et impossible à reproduire. Quand Tony Sirico est sorti de Sing Sing, il avait quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Ni sécurité économique, ni carrière établie, ni plan clair. Il avait une véritable alternative. Ni facile, ni évidente, mais réelle. Une alternative née dans le seul endroit où naît parfois ce qui nous transforme le plus, à la limite extrême des circonstances, lorsque toutes les autres options se sont refermées et qu'il ne reste plus que l'essentiel. La question était de savoir s'il serait capable de la maintenir. Double vie acteur le jour, homme de la rue la nuit. Les premiers pas de Sirico dans le monde de l'interprétation ne sont pas arrivés en fanfare. Il n'y a pas eu ce moment de révélation cinématographique où quelqu'un lui aurait tendu un scénario en lui disant qu'il était la prochaine grande star. Ce fut exactement ce qu'il connaissait du monde de la rue. Un travail constant, l'accumulation patiente de petites victoires, et une présence que les gens ne pouvaient tout simplement pas ignorer, même s'ils ne savaient pas toujours exactement quoi en faire. Ses premiers travaux se sont faits dans le théâtre expérimental new-yorkais, des productions off-Broadway, ce circuit qui fonctionne avec des budgets minimes et des ambitions immenses. Les metteurs en scène qui le voyaient passer la porte d'un casting mettaient exactement 0 seconde à comprendre quel type d'acteur ils avaient devant eux. C'était un gars de Brooklyn, authentique. Et cela, dans le New York théâtral des années 70, en pleine effervescence créative et animé par la recherche de la vérité au-dessus de la technique, avait une valeur qu'aucun conservatoire ne pouvait fabriquer. Son premier rôle confirmé au cinéma est arrivé en 1974 dans Crazy Joe, un film basé sur la vie de Joey Gallo, l'un des gangsters les plus extravagants et charismatiques de l'histoire de la famille Colombo. Gallo avait été assassiné en 1972 lors d'un dîner dans un restaurant de Manhattan. Sirico a obtenu le rôle avec l'aide de l'acteur Richard Castellano, figure connue du cinéma italo-américain de l'époque. La symétrie historique était parfaite. Il obtenait son premier rôle au cinéma dans un film consacré à la même famille criminelle à laquelle il avait été associé. Il n'avait presque aucune ligne de dialogue, mais il se déplaçait comme il fallait. Il paraissait authentique. Parce qu'il l'était. Tout au long de la seconde moitié des années 70 et de la première moitié des années 80, Sirico s'est construit un parcours discret, mais solide. Il est apparu dans Fingers en 1978, film de James Toback avec Harvey Keitel, qui explorait la dualité entre le monde artistique et le milieu criminel, dans Défiance en 1980. Dans la série populaire Miami Vice, durant les années 80, la production télévisée qui a défini l'esthétique de toute une époque, ses rôles étaient toujours les mêmes, homme de main, criminel, homme de l'organisation. Les directeurs de casting l'appelaient parce qu'ils n'avaient besoin de rien lui expliquer. Il arrivait avec le personnage déjà en lui dès l'instant où il franchissait la porte.
En 1989, Sirico est apparu dans le documentaire The Big Bang de James Toback. Pour la première fois, il se montrait devant les caméras en étant lui-même, sans le bouclier d'un personnage fictif. Il a parlé de ses années dans la rue avec une franchise qui annonçait tout ce qu'il dirait durant le reste de sa vie, sans dramatisation, sans posture de victime, sans glorification, avec l'honnêteté directe de quelqu'un qui a décidé que la vérité était plus durable que n'importe quelle version retouchée de lui-même. Avec son collègue Vincent Pastore, qui interpréterait plus tard Big Pussy Bonpensiero dans Les Sopranos, il plaisantait en disant qu'ils avaient fondé l'Association des acteurs gangsters, une confrérie informelle d'hommes dont la seule expérience possible comme acteur serait toujours d'interpréter des criminels, nés pour ce rôle, littéralement. La remarque était ironique, mais la vérité qu'elle contenait ne l'était pas. Cette authenticité était leur valeur distincte sur un marché saturé d'acteurs capables d'imiter n'importe quoi. Eux n'imitaient pas, ils se souvenaient, mais voici la partie que les récits de rédemption bien propres omettent toujours. La rue gardait sur Sirico une emprise difficile à extirper. Entre deux rôles, les vieilles habitudes réapparaissaient. Les anciennes fréquentations réclamaient sa présence. Son casier judiciaire a continué à s'alourdir durant ces années. Des faits mineurs en comparaison de ceux de sa période d'activité pleine, mais suffisants pour montrer clairement que la transition était un travail en cours, pas un changement achevé. Sirico menait littéralement une double vie, acteur dans les projets qu'il obtenait, homme de la rue dans les intervalles. Et cette tension ne pouvait pas durer indéfiniment. Quelque chose devait céder. La décision. 1989. En 1989, Tony Sirico a été arrêté pour la dernière fois. C'était sa 28e arrestation. Les détails exacts de cet incident ne sont pas du domaine public, même si les sources consultées suggèrent qu'il a impliqué une altercation dans un établissement nocturne de Brooklyn. Les charges ont finalement été abandonnées. Mais cette fois, quelque chose était différent. Quelque chose qui ne se mesure ni dans les documents judiciaires, ni dans les dossiers de police. Sirico avait 47 ans, 28 arrestations, une liste d'amis et de connaissances qui avaient fini morts, emprisonnés à vie ou disparus dans le silence des pactes brisés. Il était capable de faire le calcul avec une clarté absolue. Il n'avait besoin de personne pour le lui expliquer. Il avait vécu assez longtemps dans ce monde pour savoir exactement comment finissaient les histoires des hommes qui choisissaient de continuer sur le même chemin sans jamais s'arrêter. Et il a pris une décision, pas de manière progressive, pas avec la vague promesse d'essayer cette fois-ci. Une décision définitive, nette, plus rien de la rue, uniquement du travail légitime, uniquement le métier d'acteur. Sans retour en arrière. Ce type de décision est facile à formuler, extraordinairement difficile à tenir. Il ne s'agit pas seulement de changer de comportement, il s'agit de renoncer à une manière de comprendre le monde, d'entrer en relation avec les autres, de construire le respect de soi. Pour Sirico, le métier d'acteur n'a pas simplement été un travail de remplacement. Ce fut la seule activité qui lui permit de conserver ce qu'il valorisait le plus en lui-même, la présence, l'autorité, le respect de ceux qui l'entouraient, tout en bâtissant quelque chose qui pouvait durer sans détruire personne. Les années 90 ont confirmé que ce pari était viable. En 1990, il apparaît dans Goodfellas, le chef-d'œuvre de Martin Scorsese fondé sur l'histoire vraie de Henry Hill, un associé de la famille Lucchese qui avait coopéré avec les autorités. Goodfellas ne fut pas seulement un succès commercial. Ce fut une redéfinition du genre criminel au cinéma. Un film qui a influencé des générations de cinéastes et qui figure encore aujourd'hui parmi les œuvres les plus importantes de l'histoire du médium. Le rôle de Sirico était modeste, non crédité au générique. Mais il était là, sur le même plateau que Ray Liotta, Robert De Niro et Joe Pesci. Puis vinrent Bullet Over Broadway en 1994 avec Woody Allen, Gotti en 1996, où il interprétait un soldat de la famille Gambino, Copland en 1997 avec Sylvester Stallone, Mickey Blue Eyes en 1999 avec Hugh Grant, toujours le même type de personnage. Le soldat de Brooklyn à l'accent parfait et au regard dur qui n'exigeait aucune recherche préalable, parce qu'il était le prolongement direct de ce qu'il avait été. Les réalisateurs ne l'engageaient pas malgré son passé.
Il l'engageait à cause de lui. Mais le rôle qui allait tout changer était sur le point d'arriver, et il viendrait de l'endroit le moins attendu, d'un appel qui commença par une mauvaise nouvelle. La condition non négociable. En 1998, HBO développait un projet qui promettait d'être différent de tout ce que la télévision américaine avait produit jusqu'alors. Un drame sur un chef mafieux du New Jersey qui suit une thérapie psychologique. Le créateur était David Chase. La distribution qu'il était en train de réunir était extraordinaire. James Gandolfini, Eddie Falco, Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Dominique Chianese, Steve Van Zandt, Joe Pantoliano. Des acteurs prêts à s'engager dans une œuvre qui exigeait une complexité morale inhabituelle pour la télévision de son époque. Tony Sirico fut convoqué pour auditionner pour le rôle de l'oncle Junior, le vieux chef nominal qui nourrit un ressentiment silencieux envers son neveu Tony Soprano et qui devient l'un des moteurs de l'intrigue. Pour ce même rôle, l'acteur Frank Vincent et Dominique Chianese furent également appelés. Le rôle revint à Chianese. Frank Vincent serait engagé plus tard pour interpréter Phil Leotardo, l'antagoniste inflexible des dernières saisons. David Chase appela Sirico pour lui dire qu'il n'avait pas obtenu le rôle. Mais Chase n'appelait pas seulement pour annoncer de mauvaises nouvelles. Il y avait un personnage qui n'avait pas encore trouvé son interprète définitif. Un soldat de rang intermédiaire dans la famille Soprano. Paranoïaque, violent, superstitieux, loyal jusqu'à l'extrême et au-delà de l'extrême. Un homme aux tempes teintes en blanc. Un homme qui avait passé toute sa vie dans l'organisation, qui n'avait rien connu d'autre, qui portait le code de la loyauté gravé dans les os. Sirico lut le scénario, et il reconnut quelqu'un, non pas un personnage de fiction construit avec des matériaux inventés. Il reconnut des dizaines d'hommes réels qu'il avait connus. Des hommes qui vivaient avec leur mère bien au-delà de l'âge mûr. Des hommes qui gardaient rancune pendant des années pour une insulte que le reste du monde avait oubliée depuis longtemps parce que, dans leur code personnel, le respect était le bien le plus précieux et sa perte, même symbolique, une blessure qui ne cicatrisait pas. Des hommes dont la loyauté envers l'organisation était plus absolue que n'importe quelle autre relation dans leur vie. Et c'est alors que Sirico posa une condition. Une seule. Sans aucune marge de négociation. Il dit à David Chase qu'il accepterait le rôle à une seule condition. Que le personnage ne soit jamais une balance. Jamais. Sous aucune pression dramatique, à aucun tournant narratif, sous aucun impératif que l'histoire pourrait produire au fil des saisons, le personnage de Paulie Gualtieri ne coopérerait jamais avec les autorités. Il ne briserait pas le code. C'était une condition absurde d'un point de vue commercial. C'était inhabituel pour un acteur qui passait depuis des années par des rôles secondaires et qui, objectivement, n'était pas en position d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Sirico l'énonça malgré tout. Sans détour, sans excuse, avec une clarté totale sur ce qu'il était prêt à faire et sur ce qu'il ne ferait pas. David Chase accepta. Et cette acceptation a défini Paulie Gualtieri pendant 86 épisodes et 6 saisons. Tandis que d'autres personnages des Sopranos trahissaient, coopéraient avec les fédéraux, portaient des micros cachés, négociaient avec les procureurs pour réduire leurs peines, Paulie Walnuts restait d'une loyauté inébranlable, non par intelligence stratégique, non par peur des conséquences. Par code, par le même code que Tony Sirico portait dans la peau depuis l'âge de 7 ans, lorsqu'il vola ses premières pièces de 500 dans les rues de Bensonhurst. Construire Paulie Walnuts quand la mémoire devient tard. Les Sopranos a été diffusé pour la première fois le 10 janvier 1999. Dès les premiers épisodes, il est apparu clairement que la série était quelque chose de qualitativement différent de tout ce que la télévision avait proposé jusqu'alors. Le refus d'offrir des réponses simples à la question de savoir qui était bon et qui était mauvais. Le portrait d'une famille criminelle, qui était aussi une famille, au sens le plus conventionnel du terme, avec toutes les tensions, tous les amours et toutes les haines que cela implique. La volonté de montrer ces personnages comme des êtres humains complexes plutôt que comme des archétypes. Elle a captivé la critique et le public avec une intensité que très peu de projets télévisés avaient atteinte auparavant. Parmi tous les personnages de cette distribution extraordinaire, Paulie Gualtieri est devenu l'objet d'une fascination particulière. Il était difficile de définir avec précision pourquoi il n'était pas le plus complexe du point de vue psychologique.
Il n'avait pas les arcs narratifs les plus élaborés. Mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas exactement de la même manière. Il paraissait absolument réel. Chaque maniérisme, chaque expression, chaque phrase, chaque silence résonnait avec l'authenticité de quelque chose qui avait été observé, non inventé. Parce que cela n'avait pas été inventé. Cela avait été vécu. Les superstitions de Polly, sa peur des présages, sa dévotion religieuse coexistant sans contradiction apparente avec une disposition à la violence sans remords, tout cela venait d'hommes réels que Sirico avait connus. Des hommes qui n'auraient jamais franchi un seuil du pied gauche, puis qui ordonneraient de briser les bras de quelqu'un sans scier. Des hommes qui faisaient le signe de croix avant d'entrer dans un établissement et en ressortaient après avoir fait ce qu'il fallait faire, avec la même lenteur dévote. Cette contradiction n'était pas une caricature, c'était un portrait pris sur le vif. La relation de Polly avec sa mère adoptive, Nookie, fut l'un des fils narratifs les plus puissants du personnage tout au long de la série. La dévotion filiale d'un homme violent envers la femme qu'il avait élevée, coexistant avec sa brutalité quotidienne sans la moindre friction apparente. C'était quelque chose que Sirico connaissait intimement. Lui-même avait vécu avec sa mère pendant une grande partie de sa vie, y compris durant ses années les plus actives dans le monde de la rue. Les scénaristes des Sopranos avaient l'habitude d'écouter Sirico parler de sa mère et du bon vieux temps, puis de traduire ses conversations en scène. Le surnom du personnage a sa propre histoire dans la fiction de la série. Polly Gualtieri avait reçu le sobriquet de Walnuts après avoir braqué un camion en étant persuadé qu'il était rempli de téléviseurs pour découvrir qu'il ne contenait que des noix. C'est un détail qui résume la nature du personnage avec une précision presque mathématique, capable de préparer et d'exécuter avec détermination, vulnérable à ses propres illusions sur ce qu'il va trouver, toujours dangereux quel que soit le résultat. Michael Imperioli, qui interprétait Christopher Moltisanti et qui noua avec Sirico une amitié qui durerait jusqu'à la fin de la vie de l'acteur, parla à de nombreuses reprises des conversations qu'ils avaient entre les prises. Sirico racontait des histoires vraies, de braquages, d'hommes qu'il avait connus et qui étaient morts de façon que la violence rend inévitable, du temps passé à Sing Sing, des guerres internes de la famille Colombo, auxquelles il avait assisté depuis une proximité inconfortable. Les autres acteurs écoutaient avec l'attention de ceux qui savent qu'ils reçoivent quelque chose qu'aucune recherche d'archives ne peut fournir. Le témoignage direct de quelqu'un qui y était. James Gandolfini l'a formulé avec la précision qui vient de plusieurs années de travail aux côtés de quelqu'un. Il a souligné que Sirico apportait sur le plateau un danger qui avait de la valeur, non pas menaçant au sens personnel, mais authentiquement réel. Que travailler avec quelqu'un qui avait vraiment vécu dans ce monde maintenait l'honnêteté de tous les autres acteurs. Que cela éloignait les interprétations du registre de la caricature pour les conduire vers celui de la vérité. La série a remporté de multiples Emmy Awards et Golden Globes au cours de ses 6 saisons. David Chase a été reconnu comme l'un des créateurs les plus importants de l'histoire de la télévision américaine. Et Les Sopranos est devenu le point de bascule qui a prouvé que la télévision pouvait atteindre une complexité et une profondeur que le cinéma s'accordait rarement. Cet accomplissement fut collectif, mais il reposait sur un fondement précis qu'aucun autre projet n'aurait pu reproduire facilement. L'un de ses acteurs principaux n'était pas en train d'interpréter un mafieux. Il se souvenait de ce que c'était que d'en avoir été un. Durant ses 6 saisons et ses 86 épisodes, Polly Walnuts est devenu l'un des personnages les plus cités, les plus imités et les plus aimés de la culture populaire du nouveau siècle. Sa coupe de cheveux inimitable, ses tempes argentées, ses expressions, sa manière de prononcer certaines phrases, son rire, son regard d'avertissement, tout cela est entré dans l'imaginaire collectif de toute une génération. Mais il y eut un autre public qui suivit lui aussi la série avec une attention particulière. Selon de multiples sources documentées au fil des années, des hommes du crime organisé réel sur la côte Est regardaient Les Sopranos avec dévotion. Non parce que la série glorifiait la vie criminelle, ce qu'elle ne fait pas, mais parce qu'ils y trouvaient une authenticité que les représentations précédentes atteignaient rarement. Et dans ce contexte, Tony Sirico jouissait d'un respect singulier. On a rapporté des rencontres dans des restaurants où des hommes du vieux quartier s'approchaient de lui pour lui serrer la main et lui dire qu'il avait bien fait, qu'il avait représenté cette culture avec justesse, qu'il n'avait pas trahi le code. Pour Sirico,
qui n'avait jamais recherché la validation de l'industrie du divertissement avec la même intensité qu'il accordait de valeur à l'approbation de ceux qui connaissaient ce monde de l'intérieur, ses paroles avaient un poids qu'aucun prix ne pouvait égaler. Dans une interview de 2002, alors que la 4e saison de la série était en cours de diffusion, Sirico l'a exprimé avec une honnêteté, restée parmi les citations les plus marquantes sur le processus de création d'un acteur. Il a dit que, lorsqu'il se regardait dans le miroir le matin, il ne savait plus s'il regardait Tony ou Polly, qu'ils avaient fini par fusionner. Ce n'était pas une métaphore. C'était une description littérale de ce qui s'était passé. Au-delà de Polly, Walnuts. Les Sopranos s'est achevé en juin 2007, avec l'une des fins les plus débattues de l'histoire de la télévision. La dernière scène. Un restaurant du New Jersey. La famille Soprano réunie pour dîner. Une tension construite pendant plusieurs minutes que le spectateur suppose devoir déboucher sur de la violence. Puis une coupure au noir au moment le plus inattendu, laissant l'histoire sans résolution explicite. David Chase a expliqué à plusieurs reprises que c'était exactement son intention, montrer la vie de Tony Soprano telle qu'elle est, sans la satisfaction artificielle d'un dénouement définitif. La dernière image de Polly Walnuts, que l'on voit dans la série, montre Sirico assis seul sur une chaise devant le restaurant, sous le soleil, sans parler à personne. C'est une image qui condense beaucoup de ce qu'a été le personnage pendant 6 saisons. Un homme qui a survécu alors que d'autres n'y sont pas parvenus, qui est encore là quand beaucoup de ceux qui l'entouraient ont disparu, contemplant un horizon qui ne contient rien que l'on puisse appeler un avenir au sens conventionnel du terme. C'est l'image juste pour clore l'histoire de ce personnage, et c'est aussi, d'une certaine manière, l'image juste pour décrire Tony Sirico lui-même à ce moment de sa vie. Il avait 65 ans. La série lui avait apporté une renommée mondiale et, plus important encore pour lui, la reconnaissance d'avoir représenté ce monde sans le trahir. Ce qui suivit fut un travail honnête, sans la pression de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il a participé à la série norvégo-américaine Lilyhammer, portée par son partenaire Steven Van Zandt, le Silvio Dante des Sopranos, qui racontait les aventures d'un gangster new-yorkais entrant dans le programme de protection des témoins et choisissant comme destination une tranquille ville de Norvège. Il a prêté sa voix au personnage de Vinnie Griffin dans Family Guy pendant 3 épisodes en 2013, lorsque le personnage du chien Brian était temporairement retiré de l'intrigue. Ce fut, ironiquement, l'un des rôles les plus éloignés de son image habituelle et l'un de ceux qui suscitèrent le plus d'affection chez le jeune public. Il fit aussi une apparition en jouant son propre rôle dans un épisode ultérieur de la même série, menaçant le personnage de Stewie pour avoir qualifié les Italiens de peuple ridicule. C'était le type de caméo que lui seul pouvait faire, à mi-chemin entre la parodie et la menace réelle, avec une frontière si floue entre les deux qu'il devenait impossible de les distinguer. Avec Michael Imperioli, il anima le podcast Talking Sopranos, dans lequel les 2 acteurs revenaient épisode par épisode sur l'histoire de la série, alternant analyses, anecdotes personnelles, souvenirs de tournage et réflexions sur ce que cette expérience avait signifié dans leur vie. Le podcast est devenu un phénomène à part entière dans la communauté des fans et a permis à une nouvelle génération de découvrir l'homme réel derrière Polly Walnuts avec une intimité que les interviews classiques offrent. Rarement. Dans ses entretiens de ces dernières années, Sirico parlait de son passé avec honnêteté, sans le romantiser ni le justifier. Il avait fait de mauvaises choses. Il avait blessé des gens. Il avait pris des décisions aux conséquences irréversibles, qu'il n'avait pas été le seul à payer. Cela ne s'effaçait pas avec le succès venu ensuite. Et il n'a jamais prétendu le contraire. Mais il ne s'est pas non plus construit un récit de rédemption ordonné et satisfaisant. Il a seulement vécu le temps qui lui restait avec la même honnêteté que tout ce qu'il avait vécu auparavant, sans retouche, sans renier ce qu'il avait été, l'adieu et l'héritage. En 2019, lors de la convention SopranosCon, organisée au Meadowlands Exposition Center du New Jersey, Tony Sirico est apparu devant des milliers de fans qui l'ont accueilli par une ovation de plusieurs minutes. Il a souri de ce sourire que connaissent si bien ceux qui ont vu la série. Un sourire qui pouvait tout vouloir dire. Un sourire qui gardait des secrets que personne ne lui avait demandé de révéler. Ce fut l'une de ses dernières grandes apparitions publiques. Sa santé avait commencé à décliner. Il s'est installé dans une résidence médicalisée à Fort Lauderdale, en Floride.
Tony Sirico est mort le 8 juillet 2022. Il avait 79 ans. Les hommages ont commencé à affluer immédiatement. James Gandolfini était déjà mort en 2013, avant lui. Michael Imperioli a écrit sur son ami avec une émotion contenue qui révélait la profondeur d'une amitié ayant duré des décennies. Ses partenaires de jeu ont exprimé leur peine. Les fans ont inondé les réseaux sociaux d'extraits d'épisodes, de répliques du personnage, d'images de cette coiffure inimitable. David Chase a publié un communiqué dans lequel il reconnaissait que l'apport de Sirico à la série était irremplaçable. Dans les quartiers du sud de Brooklyn, dans les restaurants et aux coins de rue où Tony Sirico avait grandi et où il avait appris tout ce qu'il savait avant d'apprendre que ce savoir pouvait devenir de l'art, le nom de Paulie Walnuts a résonné avec le poids de quelque chose de plus qu'un personnage de fiction. Il a résonné avec le poids d'une vie réelle, avec toutes ses erreurs, avec toute sa vérité. L'histoire de Tony Sirico n'est pas une histoire de rédemption au sens classique du terme. Il n'y a pas ce moment où le méchant voit la lumière et devient un homme bon. Il n'y a pas d'excuse publique qui efface tout. Il y a quelque chose de plus compliqué. Un homme qui a vécu avec sa propre histoire sans se laisser écraser par elle, et qui y a trouvé la matière pour construire quelque chose de complètement différent. Il y a des victimes de ces actes dont la souffrance ne s'efface pas à cause du succès artistique venu après. Il y a des personnes qu'il a extorquées, qu'il a attaquées, auxquelles il a causé du tort d'une manière que ni le temps ni la célébrité ne peuvent réparer. Cela fait partie de son histoire, et cela ne peut être retiré d'aucun récit honnête de sa vie. Mais il fait aussi partie de son histoire qu'il a trouvé quelque chose de vrai dans l'art, qu'il a travaillé avec sérieux et talent pendant 4 décennies, qu'il a construit l'un des personnages les plus mémorables de l'histoire de la télévision avec les matériaux les plus improbables, avec la mémoire d'une vie qui, selon toute prévision raisonnable, n'aurait jamais dû mener à quoi que ce soit qu'on puisse appeler bon. Quand le public des Sopranos avait le sentiment que Paulie Walnuts était réel, il répondait à quelque chose qu'aucune technique d'acteur ne pouvait fabriquer. Il répondait à la mémoire de quelqu'un qui avait vraiment été là. Cela ne s'apprend pas, cela ne s'étudie pas, cela ne peut se reproduire par aucune méthode. Gennaro Anthony Sirico Jr. 29 juillet 1942, Midwood, Brooklyn. 8 juillet 2022, Fort Lauderdale, Floride. 79 années d'une histoire qui a commencé à l'angle d'un quartier d'immigrés italiens et qui s'est achevée dans les livres d'histoire de la télévision mondiale. Une histoire qui ne s'arrête pas avec sa mort. Parce que Paulie Walnuts est toujours là, dans chaque rediffusion des Sopranos, dans chaque nouvelle génération de spectateurs qui découvrent la série et se demandent comment il est possible qu'un personnage soit aussi authentique. La réponse est simple et difficile à la fois. Il était authentique parce qu'il l'était réellement. Parce que derrière le personnage, il y avait un homme réel, avec une vie réelle, qui avait vécu exactement ce qu'il représentait. Et cela, dans l'art comme dans la vie, est quelque chose qu'on ne peut pas feindre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous importe. Et c'est exactement ce que nous cherchons dans Relato Mafioso. Laissez un like si vous pensez que l'histoire de Tony Sirico mérite d'être racontée et retenue. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et dites-nous dans les commentaires quelle histoire du crime organisé vous voulez que nous explorions dans le prochain documentaire. Vos suggestions sont la boussole qui guide cette chaîne. On se retrouve dans le prochain documentaire.